Donc nous avons vu la semaine, non, il y a 15 jours, ou 3 semaines, la fois dernière. Non, il y a 15 jours. Il y a une vingtaine de jours. Nous avons vu, en étudiant le débat Lippmann-Dewey, comment deux grands intellectuels, Lippmann et Dewey, considérés comme, tous les deux comme progressistes, l'un et l'autre nourris de darwinisme. Il y en a même un des deux qui a fait un livre comme ça sur Darwin, sur l'influence de Darwin sur la philosophie, c'est Dewey, et qui se réclament tous les deux du pragmatisme. L'un d'eux, d'ailleurs, est le fondateur et l'un des fondateurs du pragmatisme, c'est Dewey encore. Nous avons vu comment ces deux intellectuels cherchent une porte de sortie à la crise du libéralisme de l'époque, fin 19e, début 20e, qui s'étend sous leurs yeux. Ils pensent tous les deux qu'il faut reformuler les prémices de la démocratie pour les adapter à ce qui s'est développé sous leurs yeux, vient de se développer sous leurs yeux aux États-Unis, c'est ce qu'ils appellent, après Wallace, qui a inventé l'expression, « the Great Society ». The Great Society, la grande société. Donc ils pensent tous les deux qu'il faut s'adapter à cette Great Society. Mais, une fois qu'on a dit ça, tout de suite, les chemins de l'un et de l'autre bifurquent. Dewey, lui, il propose de restructurer la société de manière à ce que les citoyens puissent auto-organiser librement leur communication. Il est dans une vision des choses, on va dire, horizontale, pour simplifier beaucoup. Alors il fait appel pour cela aux enquêtes, etc. La théorie des enquêtes de Dewey, elle est célèbre, je n'insiste pas. Lippmann, lui, Walter Lippmann, lui, c'est très différent. Il se méfie de la masse, des masses, ou de la masse. À son époque, on dit la masse. Nous, on a plutôt tendance à dire les masses, populaires, entre parenthèses. Mais à l'époque, on dit la masse. De la masse informe, soumise aux stéréotypes, ce sont des expressions de l'époque, de la masse informe soumise aux stéréotypes, et il préfère, lui, faire appel aux experts. On peut dire que Dewey est dans une optique, pour employer des expressions d'aujourd'hui, qu'on pourrait dire de démocratie participative, expressions d'aujourd'hui, ce ne sont pas des expressions de l'époque, tandis que Lippmann, il propose un mix de gouvernement des experts, pour le coup, là c'est une expression d'aujourd'hui, de manufacture du consentement, c'est un titre d'un livre de Lippmann de l'époque, aussi de Noam Chomsky, la manufacture of consent. Donc Chomsky n'a pas inventé elle vient de Lippmann. Pour finir le mixte, eh bien, de démocratie minimaliste procédurale. J'ai déjà présenté la fois dernière, j'ai déjà dit la fois dernière ce qu'il fallait entendre par là. Donc voilà les deux bonhommes, quelques repères sur leur débat. Le colloque Lippmann, il se déroule du 26 au 30 août 1938 à Paris. 26 intellectuels libéraux qui se réunissent pour discuter des possibilités de rebond du libéralisme, et l'objet d'étude ou le prétexte du colloque, c'est un livre que Walter Lippmann a publié en 1937, l'année d'avant, qui s'intitule, je vous donne son titre français, qui s'intitule « La cité libre ». La cité libre.
on peut déjà faire remarquer que quelqu'un qui publie un livre en 1937, ce livre est traduit et publié en français un an après, bravo, bravo les gars. Hein. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a une interprétation déjà à faire de ça, c'est-à-dire qu'on a affaire à quelqu'un qui est choisi par l'establishment, qui est coopté par l'establishment, et dont les publications sont considérées comme méritant de faire l'objet d'un colloque. Ce n'est pas à tout le monde que cela arrive. Donc, ce colloque 1938, on va dire 10-12 ans ont passé depuis le débat que nous avons étudié la fois précédente. Lippmann, qui est jeune au moment du débat, comme nous étions dans les années 20, il a 30 ans. Lippmann, maintenant, il a dans la quarantaine. C'est quelqu'un qui est devenu influent, célèbre. C'est devenu un immense journaliste américain, extrêmement influent. Depuis 1931, il tient dans le New York Herald Tribune une chronique syndiquée sur l'actualité politique qui s'intitule Today and Tomorrow. Et il fait et défait l'opinion. Il faut vraiment se persuader de bien intégrer ça. Donc, notre histoire, elle commence en 1934, quand Lippmann donne un certain nombre de conférences à Harvard, qui vont faire l'objet d'un livre, The Method of Freedom. Dans cet ouvrage qui, selon François Denord, constitue la première étape de la réflexion qui mènera la cité libre, Lippmann constate l'impossibilité de restaurer l'économie mondiale sur la base des principes d'avant-guerre. Pourquoi cette impossibilité? C'est parce que les peuples sont arrivés en masse dans le champ politique et ne croient plus en l'ordre antérieur, c'est-à-dire le libéralisme de fin 19e, début 20e. Hein. C'est celui-là qui est en jeu. Pourquoi? Parce que fin 19e, c'est la Grande Dépression. La Grande Dépression, elle dure 30 ans. Alors, aux États-Unis, c'est un petit peu différent. Aux États-Unis, eux, c'est la progressive era, l'ère progressiste. C'est différent. Mais pour l'ensemble, la globalité des pays développés, la fin 19e, début 20e, c'est la Grande Dépression. Et donc, les peuples ne croient plus au système, et par ailleurs, suite à la Grande Guerre, les pouvoirs politiques et économiques vont maintenant de concert, et les peuples, évidemment, l'ont bien vu. Les peuples, dit Lippmann, merci d'avoir posé, ne sont plus enclins à subir sans réagir les purges occasionnées par les cycles économiques. Voilà. On peut rajouter une petite chose, c'est que ce que l'on appellera par la suite le capitalisme monopoliste d'État. Bon, c'est une expression, à vrai dire, d'après la Deuxième Guerre mondiale. Elle est due à Paul Bocara, l'économiste du Parti communiste. Avant la guerre, on ne parle pas encore de capitalisme monopoliste d'État. Mais les premiers éléments de cette phase du capitalisme sont déjà là. Et la Première Guerre mondiale y a beaucoup contribué. Donc, quand je dis tout à l'heure, quand je disais pouvoir politique et pouvoir économique qui fonctionnent de concert, c'est cela qu'il faut voir derrière cette formule-là. Et ça, les peuples l'ont capté tout de suite. Donc, dans la cité, c'est à cette époque que Lippmann va commencer à lire, à étudier les travaux de Ludwig von Mises,
économiste autrichien du début du XXe siècle, fin 19e, début 20e, et aussi les travaux de Friedrich Hayek, qui lui est un petit peu plus jeune que Mises. Mises, c'est le maître de Hayek en économie. Et Hayek, à l'époque, non, il a une trentaine d'années, il est très jeune. C'est un jeune fonctionnaire. Et il enseigne à la London School of Economics, Hayek, à l'époque. Ils vont entretenir les deux une correspondance régulière et soutenue avec tous les deux à partir de 1937. Dans La Cité libre, Lippmann dira de ces deux auteurs que leur critique de l'économie planifiée a apporté une nouvelle compréhension de tout le problème du collectivisme. Voilà, ça aussi, c'est un peu de la langue de bois. Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière ça? C'est comprendre l'intervention de l'État dans l'économie mène et ne peut pas ne pas mener au collectivisme. C'est ça qu'il faut comprendre derrière cette formule. On va y revenir à propos de Hayek quand nous allons traiter Hayek dans les semaines prochaines. Mon plan pour cette conférence d'aujourd'hui, je vais vous proposer un résumé en 5 points de La Cité libre de Lippmann pour que vous ayez une idée du contenu à partir duquel le colloque se déroule en août 38. Deuxième partie, une présentation de ce qui se passe dans le colloque, quelques portraits rapides de certains intervenants, des choses comme ça. Et puis, troisième partie, la description, la présentation de la production du colloque, c'est-à-dire l'agenda libéral. Le colloque se termine par la définition d'un agenda libéral. Donc, la Cité libre de Lippmann, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve des choses plus ou moins claires, plus ou moins évidentes. Premièrement, Lippmann constate que le libéralisme, qui a été le moteur de la révolution industrielle et qui a engendré la prospérité économique, il parle des États-Unis, là, n'est plus en odeur de sainteté nulle part, depuis à peu près 1870. Il constate également qu'à côté de la prospérité, et en parallèle de cette prospérité, il y a eu aussi l'apaupérisation, le déracinement, il aurait pu dire la prolétarisation, bien entendu, mais quand on s'appelle Lippmann, on dit déracinement. Et puis, il y a eu aussi le refus des lois protectrices du travail, le refus par les capitalistes des lois protectrices du travail, etc., etc. Il y a eu tout un tas de choses. En outre, le marché, dit Lippmann, le marché laissé à lui-même, a bien du mal à gérer des cataclysmes, des crises, comme les guerres. Bref, l'homme, si on ajoute tout, l'homme a été traité par l'industrie, par le système, comme une chose et non pas comme une personne. Et dans ces conditions, dit Lippmann, il ne faut pas s'étonner des réactions de rejet de l'économie de marché, bien sûr, et de la naissance d'un mouvement socialisant, quelle horreur, tendant vers le communisme. Ça, c'est une obsession de Lippmann, mais vous savez, c'est une obsession un peu aussi de Dewey, il ne faut pas se le cacher, et c'est une obsession assez générale. Dans le colloque Lippmann, tout le monde est contre l'économie, le mouvement socialisant tendant vers le communisme. Le problème est que les réponses apportées à cette situation, c'est-à-dire le mouvement socialisant tendant vers le communisme, le problème est que les réponses apportées à droite comme à gauche, dit Lippmann, sont illusoires et dangereuses.
parce qu'elles font l'une et l'autre la part trop belle à l'État. Les réponses de droite comme les réponses de gauche. On peut relever dès ce premier point, donc, une originalité de l'analyse de Lippmann. Elle consiste à dire que la catastrophe totalitaire constitue une réaction à une autre catastrophe, celle du capitalisme historique. Voilà. Lippmann est l'un des très rares auteurs, on va lui reconnaître cela, à brosser un tableau sombre du capitalisme. On va lui reconnaître ça. Hayek, rien à voir. Vous ne trouverez sous la plume de Hayek aucun commentaire négatif sur le capitalisme. Même le chômage le plus sombre, ça trouve des explications à ses yeux. Donc, il est un des auteurs à dresser ce tableau sombre du capitalisme sur tous les plans, économique, social, humain, moral, intellectuel, etc. Donc c'est, ma foi, toujours bon à prendre. Deuxième grande idée ou grand thème de Lippmann dans La Cité libre, la solution aux dérives du libéralisme n'est pas le rejet de celui-ci, mais son adaptation. Non, on ne rejette pas le libéralisme, mais on l'adapte. Et Lippmann définit ainsi son projet. Il veut refonder le libéralisme contre ses déviations historiques. Et pour ce faire, dit-il, il faut distinguer le mot et la chose. Le mot, il est complètement dévalorisé, dévalué, pour prendre une expression financière, et il est permis de penser, dit-il, qu'il n'est plus attractif du tout. Qu'il constitue aujourd'hui un ornement fané évoquant les sentiments les plus douteux. Voilà. Voilà pour le mot. Par contre, il est important de déterminer, comment dire, parlons de la chose, il est important de déterminer ce que le libéralisme en tant que tel a apporté en termes d'émancipation et de prospérité. Il s'agit, dit Lippmann, de trouver la meilleure façon d'adapter la loi et la politique à un mode de production dans lequel le travail humain est spécialisé et qui rend en conséquence les individus et les sociétés de plus en plus dépendants les uns des autres dans le monde entier. Voilà. Donc, en particulier, il faut renforcer les mécanismes de marché. Là-dessus, dit Lippmann, Spencer n'a pas été à la hauteur. C'est la sacralisation du laisser-faire manchestérien qui est la cause de la déchéance du libéralisme. Je rappelle ce que j'ai déjà dit la fois dernière, la caractéristique de la façon dont Spencer, fin 19e, 3e et 4e quart du 19e, la façon dont Spencer argumente, c'est de dire, lui aussi, il dit, le libéralisme est en crise, il est au nid de tous, et lui aussi, il dit, il faut non pas retirer du libéralisme pour que ça aille mieux, mais il faut en rajouter pour que ça aille mieux. Donc, Lippmann, il s'inscrit dans cette continuité tout en la critiquant. À cet égard, là où il critique Spencer, il dit la distinction ou la séparation entre un champ de l'économie qui relèverait des lois naturelles et un champ de la politique qui lui relèverait de la loi des hommes n'est pas une bonne chose. Et c'est avec ces idées en tête qu'il faut remettre l'ouvrage sur le métier dit Lippmann, c'est-à-dire articuler, confondre l'économique et le politique. Vous voyez, si je dis capitalisme monopoliste d'État, vous voyez les résonances. Sur ces bases, dit Audier, Lippmann adresse un programme d'action qui reste fidèle aux valeurs philosophiques du libéralisme, tout en rompant avec les errements
des libéraux historiques. Voici ce que dit Lippmann dans La Cité libre. L'effet de ces réformes serait en effet avant tout de réduire considérablement les possibilités d'enrichissement par l'exploitation et par l'exercice de privilèges légaux. Ces réformes s'attaquent à la source des gros revenus provenant des divers genres de monopoles, des droits exclusifs sur le sol ou les ressources naturelles, des mauvais marchés sur lesquels les ignorants et les faibles sont désavantagés. Au point de vue de l'économie d'échange, les revenus provenant de ces inégalités naturelles ne sont pas légitimement gagnés. Ils sont au contraire parasitaires, adventices. Et si le monde réel était conforme à la théorie des économistes, ces revenus illégitimes n'existeraient pas. Ils ne représentent ni la rétribution du travail, ni la gestion, ni un intérêt du capital, ni les profits d'une entreprise, tels que les déterminent les marchés libres et équilibrés. Ce sont les tributs levés sur les salaires, les intérêts ou les profits, en dénaturant ou en manipulant le prix du marché. Voilà, donc on retrouve quelque chose que j'ai dit autrement il y a quelques minutes. Lippmann critique le libéralisme au nom du libéralisme. Hein, il y a quelque chose comme mettre de l'eau dans son vin, hein, faire la part du feu. Vous voyez ces expressions, hein, c'est-à-dire penser une retraite en bon ordre pour sans doute ensuite de nouveau avancer, en tout cas maintenir le système. Les réformateurs du libéralisme doivent donc se proposer de rectifier la situation qui permet à ces revenus illicites de se former. Si leurs réformes sont profondes et efficaces, il n'en formera plus. Or, nous avons vu qu'afin de rectifier cette situation, il faut engager d'énormes dépenses pour l'eugénisme et l'éducation, assurer la conservation du sol et des richesses naturelles qui constituent le patrimoine national, développer ce patrimoine par des travaux de récupération, de lutte contre les inondations et la sécheresse, d'aménagement des cours d'eau, des ports et des routes, de développement de la houille blanche, d'amélioration des possibilités de transport et d'échange de marchandises et de services. Perfectionner les marchés en organisant des services de renseignement, d'inspection et autres, assurer et indemniser contre les risques et les pertes dues aux transformations économiques et techniques. Il faut bien d'autres choses. Par exemple, fournir les possibilités de recréation qui ne peuvent pas exister dans les collectivités spécialisées et surpeuplées. C'est précis tout ça, hein, ça rentre dans un certain détail. Alors, ces réformes, elles passent par une réforme de la répartition des revenus, ben oui, puisque tout ça, ça coûte de l'argent, donc il faut le trouver quelque part. Et une réduction des inégalités que Lippmann détaille aussi. Je passe évidemment, mais vous trouvez ça dans La Cité libre, édition française, page 280, 281, 284, 285, tout ça est indiqué. Il s'exprime aussi sur les services et les investissements publics, page 280, 282. Je vous donne les références parce que si jamais vous avez un goût particulier pour ce genre de sujet, La Cité libre n'est pas une lecture complètement inutile non plus, même si on a affaire à un libéral, évidemment. Hein, c'est quelqu'un qui veut sauver le système. Mais c'est intéressant de voir comment il raisonne, tous ces gens. Cela fait, pour que ces propositions ne risquent pas d'être mal interprétées par son public à lui, Lippmann, eh bien, pour que personne n'y voit un brûlot contre le système, il prend une précaution. Il souligne dans le chapitre, page 286-292, le conservatisme profond des réformes libérales qu'il préconise.
Alors, tout ce que je vous raconte là, c'est particulièrement conservateur. C'est ce qui s'appelle, comment dire, frère, garde-toi à gauche, garde-toi à droite. Toujours cette idée de réviser radicalement le libéralisme en restant sur le terrain du libéralisme. Pour le dire autrement, revenir aux idées libérales, mais peut-être de façon plus ou moins novatrice. Alors, voilà deux thèmes pour les deux premiers thèmes. Le troisième thème, c'est que la réalisation de l'agenda ou des idées, des propositions de réforme qu'avance Lippmann implique de revoir la conception des lois. Ça, c'est un passage un peu plus technique de Lippmann. Au lieu d'être conçus comme des commandements, dit Lippmann, c'est-à-dire à l'image de la loi de la tradition autoritaire anglaise héritée de la monarchie absolue, au lieu d'être donc des lois-commandements, les lois devraient beaucoup plus tenir compte des relations, on dirait, moi je dirais, des rapports sociaux qui existent au sein de la société, entre les êtres humains et les choses, et conformément cela à la tradition libérale. C'est-à-dire, au lieu de lois-commandements, plutôt des lois qui sont tournées vers une approche, ou qui ont comme horizon une approche de l'individu, qui sont plus dans une optique d'individualisme, alors que les lois-commandements, elles peuvent facilement dériver vers une conception de la société totalitariste. Donc, Lippmann dit, au lieu d'une approche verticale, plutôt une approche horizontale. Voyons les individus dans leurs différentes communautés, les différentes relations que cela génère, les différents modes de fonctionnement que cela génère, et ciblons toutes ces différentes réalités, diverses et variées, plutôt qu'une loi qui regarde les choses, la société d'une manière plutôt indifférenciée. Ça, c'est la troisième idée. La quatrième idée de Lippmann, qui est dans la droite ligne de la précédente, de celle que je viens d'évoquer, Lippmann dit que les économistes manchestériens ont cédé à la tentation autoritaire par l'introduction du droit naturel, sorte d'ordre social imaginaire, surplombant, construit par un raisonnement hypothético-déductif qui part du haut avec des postulats divers et variés, qui part du haut et qui descend comme ça, et qui construit une société imaginaire. Et les lois de l'économie auxquelles parviennent ainsi les économistes, à partir de ces points de départ, économistes manchestériens, dit Lippmann, et lois que les manchestériens qualifient de naturelles, lois naturelles, disent-ils, eh bien, elles n'ont d'autre dessein, ces lois soi-disant naturelles, dit Lippmann, que d'imposer aux hommes l'ordre du monde que nos économistes manchestériens croient le meilleur. Mais c'est leur monde, c'est pas le nôtre, c'est leur monde. À cette conception, Lippmann oppose le droit artificiel, fondé sur l'usage de la raison et orienté vers l'amélioration de l'état des choses. On trouve un peu un écho là au pragmatisme, un écho du pragmatisme que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire regarder, s'occuper des choses d'une manière que cela débouche sur un meilleur fonctionnement, de meilleures conséquences, moins d'effets pervers, etc., etc.
et ça c'est un point commun, je l'ai dit tout à l'heure, entre Lippmann et Dewey. Donc raison artificielle, donc, droit artificiel, raison artificielle, et à cet égard, si Lippmann est favorable au régime présidentiel, parce que plus apte, selon lui, à contenir les intérêts particuliers et à s'approcher ainsi de l'intérêt général, il conçoit le rôle du Parlement comme une simple instance de contre-pouvoir et pas plus. Et contre-pouvoir et contrôle et pas plus. Et non comme un organisme qui légifère à tout va. Et là, nous en arrivons à la cinquième et dernière thèse, qui est consacrée par Lippmann à l'agenda du libéralisme. Lippmann imagine un État habilité à légiférer partout, mais à condition que ces lois traitent de façon générale des rapports des hommes entre eux, à condition que ces lois ne cherchent pas à donner de privilèges à personne. C'est là où tu es. Mettez-vous d'accord, ouais. Attends, non, parce que c'est chaque fois que je martyrise mon texte, c'est comme ça que ça se passe. Attends. C'est parce que nous sommes obligés de raccourcir un petit peu. Mais tu n'as rien improvisé. Oui, voilà. C'est pas la même chose que je pense. Ah, d'accord. Encore une œuvre stalinienne. Et encore une Ah, ouais. stalinienne. Mais, La censure est de partout. Hein. Alors attention, au passage, il reproche aux États, c'est bien ça que tu voulais dire, c'est ça. aux États modernes de vouloir donner des privilèges à tout le monde. Ce qui, d'après lui, ne peut que conduire à une impasse. Par exemple, il reproche aux États modernes leur tropisme vers le planisme. Ce mot-là, vous ne le connaissez peut-être pas. Il était très répandu à l'époque, au début du XXe siècle. Il a été popularisé par un économiste belge, Deman, D-E, plus loin, M-A-N, Deman, le planisme, ou bien, autre mot de l'époque, le constructivisme. Et puis, troisième mot de l'époque, et d'aujourd'hui aussi, le collectivisme, bien sûr, bien entendu. Donc, Lippmann cible les sociétés, les gouvernements qui ont ce genre d'horizon économique et politique. Leur rôle, dit-il à ces États, n'est pas de s'occuper du bonheur des hommes et de découvrir à cette fin des lois scientifiques et nécessaires, mais juste de rationaliser les choses, de prévenir les crises, de fabriquer du consentement. Vous voyez la récurrence de ces thèmes, réparer la société, prévenir les crises, fabriquer du consentement. Il y a chez Lippmann incontestablement l'idée que le pouvoir doit être limité et contenu. Il est donc résolument favorable au pouvoir du check and balance qui tente à paralyser un peu, à limiter l'action des États. Une fois qu'il a dit cela, bien entendu que Lippmann n'est pas opposé à ce que les États interviennent sur des sujets d'intérêt général, pourvu que les choses ne dérapent pas. C'est un point que François Denord relève. Il relève qu'il n'est pas contre le programme social de Roosevelt, dont il reprend l'essentiel dans son agenda du libéralisme. Voilà. Il faut bien voir qu'entre le discours que tient Lippmann et la réalité du terrain, il y a un écart. Là, Lippmann n'est pas totalement sur un discours réaliste, puisque la guerre est passée par là, et la guerre, elle a entraîné un développement considérable de l'intervention de l'État dans l'économie. Considérable. Et y compris d'ailleurs des politiques sociales, d'assurance sociale, etc. Donc, là, Lippmann
un petit peu, il prend ses désirs pour des réalités. Son discours n'est pas totalement sur le réel. Lippmann, pour terminer là-dessus, accepte également l'analyse keynésienne de l'investissement public. Il est dans la logique de ce que je viens de dire, il accepte l'intervention de l'État, et donc l'analyse keynésienne de l'investissement public, il l'accepte aussi, mais il est ferme sur la question de la généralité de la loi, et il préconise de passer le moins possible par la voie réglementaire, parce que, dit-il, elle est source d'arbitraire. Ce qui est indéniable. L'État a besoin d'une administration pour s'acquitter de ses tâches, mais il préconise un État, tenez-vous bien, un État démembré en agences spécialisées. Vous savez que c'est un chemin vers lequel nous allons. Nous allons, tout doucement, mais à bas bruit, mais nous y allons. Et puis d'autres pays y sont. Les États-Unis y sont déjà. Franklin Delano Roosevelt, au moment où Lippmann écrit, est en train de le faire. Ce sont des agences, hein, le plan, toutes les réformes de Roosevelt, ça se fait par des agences. Voilà donc ce que l'on trouve dans La Cité libre. C'est un résumé, évidemment. Je vous le redis, si vous n'êtes pas trop rétif, lisez-le. La deuxième partie, maintenant, j'en viens au colloque proprement dit, et je vais commencer par donner la parole à l'organisateur du colloque, un certain Louis Rougier, qui, dans son allocution d'ouverture, fait deux choses. D'une part, il loue les qualités de la Cité libre, c'est bien le moins, puisque le colloque va porter là-dessus. Hein. Il loue les qualités de la Cité libre, il lui trouve trois qualités particulières, et d'autre part, il indique les questions que le colloque va devoir affronter au cours des 26 au 30, ça fait 5 jours. Donc, au cours des 5 jours de colloque. Donc, en ce qui concerne les qualités de la Cité libre... En premier lieu, le livre de Walter Lippmann démontre de façon péremptoire que socialisme et fascisme sont les deux variétés d'une même espèce. Ils procèdent l'un et l'autre de la croyance commune qu'on peut réaliser une société plus juste, plus morale et plus prospère, ou à la recherche égoïste du profit individuel, serait remplacée par la satisfaction altruiste des besoins effectifs des masses, en substituant à l'économie de marché, basée sur la propriété individuelle et le mécanisme des prix, une économie planifiée, basée sur l'étatisation partielle ou totale des moyens de production et sur les décisions bureaucratiques d'un organe central. Et Rougier, sur la base de ce constat, fustige à la fois la gauche et la droite. Le drame moral de notre époque, c'est dès lors l'aveuglement des hommes de gauche qui rêvent d'une démocratie politique et d'un planisme économique, sans comprendre que le planisme économique implique l'État totalitaire et qu'un socialisme libéral est une contradiction dans les termes. Le drame moral de notre époque, c'est l'aveuglement des hommes de droite qui soupirent d'admiration devant les gouvernements totalitaires, tout en revendiquant les avantages d'une économie capitaliste, sans se rendre compte que l'État totalitaire dévore la forme privée, met au pas et bureaucratise toutes les formes de l'activité économique du pays. En deuxième lieu, Walter Lippmann montre bien que le régime général n'est pas seulement le résultat d'un ordre naturel spontané, comme déclaraient au XVIIIe siècle les nombreux auteurs des codes de la nature, mais qu'il est aussi le résultat d'un ordre légal qui suppose un interventionnisme juridique de l'État.
Et là, Rougier emploie une métaphore promise à un bel avenir. Être libéral, ce n'est pas, comme ceux les manchestriens, laisser les voitures circuler dans tous les sens, suivant leur bon plaisir, d'où résulteraient des encombrements et des accidents incessants. Ce n'est pas, comme le planiste, fixer à chaque voiture son heure de sortie et son itinéraire. C'est imposer un code de la route, tout en admettant qu'il n'est pas forcément le même au temps des transports accélérés qu'au temps des diligences. Voilà. En ce qui concerne les questions auxquelles Oui. la Colle a trouvé des réponses, hein. Oui, J'en aurai une question alors. Le déclin du libéralisme, en dehors de toute intervention de l'État, est-il inévitable par suite des lois même de son propre développement? Deuxième question, le libéralisme peut-il satisfaire les exigences sociales des masses du monde actuel? Voilà. Donc, le livre a plein de qualités. Les questions auxquelles le colloque va avoir à répondre, eh bien, Louis Rougier les indique également. Et je passe assez vite à l'agenda du libéralisme parce qu'il est 8h-5. Dans la trace écrite, vous aurez une description des 3 principaux protagonistes du colloque, Hayek, Keynes et Lippmann. Leur principale thèse, etc. etc. Je ne peux pas passer là, je suis obligé d'accélérer, mais dans la trace écrite, vous verrez ce qui rapproche ou ce qui distingue les discours des uns et des autres. Daniel. Oui. À quel moment a commencé le déclin du capitalisme et qu'est-ce qui a causé ce déclin? Ça, c'est une question à 500 €, mais on va dire que la vie... En gros, quoi. Oui, bien sûr, en gros. Mais d'abord, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut dire, c'est que la vie du capitalisme est faite de crises. C'est sa nature. C'est sa nature. Dans le Capital, Marx explique que le capitaliste, je vais vite, que le capitaliste a tendance à développer de manière compulsive son marché. Il produit ceci ou cela, il a tendance à le développer de manière compulsive. Toujours plus. La concurrence joue par rapport à ça un rôle directeur, un rôle majeur. C'est que un capitaliste qui ne serait pas dans la logique du toujours plus, à terme, il est foutu. Donc, la concurrence, là je suis en train de te faire Source de stress. un résumé du Capital, il faut en prendre et en laisser, mais c'est l'idée, l'esprit. Hein. Donc, la concurrence, le système de la concurrence pousse inexorablement chaque capitaliste à développer de façon compulsive son activité. Et donc nous avons comme ça, dans un pays, dans n'importe quel pays, des milliers de capitalistes divers et variés qui procèdent de cette façon. Et ça c'est premièrement, c'est un constat qu'on peut faire. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, c'est quoi? C'est que, toujours le Capital, hein, mais résumé à la hache, le capitaliste a tendance à éliminer dans son système productif, de quoi il est constitué le système productif, c'est le travail mort et le travail vivant. Hein, c'est
le travail mort, c'est les machines, les locaux, les hangars, etc., etc. Les outils, les machines, les outils, les hangars. Et le travail vivant, c'est nos pommes. Bien. Il a tendance à évacuer le travail vivant, c'est-à-dire à remplacer les ouvriers par des machines. Bien. C'est ce qu'on appelle augmenter la composition organique du capital. Bien. C'est la formule de Marx. Bien. Mais, troisième élément de réponse, et il n'y en aura pas 4, il n'y en aura que 3, donc ça c'est le deuxième. Le troisième élément de réponse, c'est de dire, si d'un côté, la production se développe à tout va, que d'autre part, donc ça c'est le premier élément de réponse, que d'autre part, deuxième élément, la force, le travail vivant est éliminé en faveur du travail mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on supprime des emplois. Il y a de plus en plus de chômeurs. Des salaires. Il y a plus de chômeurs. On supprime des emplois, des salaires, on supprime du pouvoir d'achat. Donc, troisième élément de réponse, c'est quoi? C'est de dire que, inexorablement, le système va toujours vers des crises. Des crises qui sont des crises... Bon, je suis désolé de résumer en 5 minutes... C'est Schumpeter? Ah non, c'est Marx. Oui, mais qui reprend cette analyse et... alors Schumpeter, lui... J'essaie de... Oui, mais qui analyse quand même... Schumpeter, comme étant un auteur. lui, son truc, c'est de dire que le capitalisme connaît des crises, mais il rebondit par des transitions créatives. Voilà. Des innovations créatives. Bien. Et il a la formule de destruction créatrice. Voilà. Marx n'aurait peut-être pas été contre. Tout ça est à voir. Il ne l'a pas prononcé. Hein. Bon. Non, mais si, mais Marx, il envisage quand même que le capitalisme court à sa fin. Hein. Alors, donc Marx, lui, il dit le capitalisme va vers sa fin inexorablement. Cela dit, nous sommes aujourd'hui en 2023, nous sommes toujours en capitalisme, évidemment. Bien, donc, c'est ça qu'il faut voir. Si on supprime du pouvoir d'achat, eh bien, le développement de la production débridée et qui fait face à des capacités d'absorption de la production qui ne sont pas à la hauteur, eh bien, ça débouche sur quoi? Ça débouche sur une tendance à la baisse tendancielle du taux de profit. C'est-à-dire que dans une économie, le capital en fonctionnement, aujourd'hui, il réclame des taux de rendement à 2 chiffres. Et quand je dis 2 chiffres, c'est plutôt 20 que 15. Bon. Mais si le pouvoir d'achat en face n'est pas à la hauteur, ça ne peut pas le faire. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que des portions du capital en fonctionnement soient détruites. Comment on fait? Soit, alors là, c'est la théorie de la suraccumulation, dévalorisation du capital, ça. Paul Boccara. Comment on fait? On ferme les mines. Alors, oui, bien sûr. On met la clé sous la porte. Hein. Attention, il faut le faire d'une façon telle que le capital ne perde pas, n'y laisse pas des plumes. Donc, il y a une forme formidable. C'est la guerre. Voilà. Ah, Parce oui. qu'il faut tout reconstruire. C'est la guerre. Ah oui, C'est génial, la bien. guerre. C'est absolument génial. C'est ça. Hein, pourquoi le capitalisme, c'est la guerre? C'est formidable. Hein, on détruit à tout va. Là, regardez la Palestine. Hein, hein, Et l'Ukraine. l'Ukraine. Ça y est, tout Vous le monde savez, se précipite. quand a eu lieu la guerre en Irak, ça, j'anticipe sur des conférences de l'année prochaine.
sur justement le capitalisme, c'est la guerre. Donc, quand a eu lieu la guerre en Irak, pendant que la guerre se faisait, il y avait une entreprise américaine dont le nom m'échappe là tout de suite, Halliburton, Halliburton, et PDG, c'était l'ex-ministre. un ex-ministre Ouais. de Bush, je crois. Donc, Halliburton, qui arpentait l'Irak et qui faisait le compte de tout ce qu'il allait falloir reconstruire. Ben, ils ont fait pareil pour l'Ukraine. Il y a déjà des Ah oui, contrats oui, qui sont c'est signés avec des sociétés américaines pour reconstruire le pays. Incroyable. Une fois que la guerre a eu été terminée, une fois que la guerre en Irak a eu été terminée, que croyez-vous qu'il s'est passé? Halliburton a investi tout l'Irak et est arrivé un administrateur dont le nom m'échappe également. Mais l'année prochaine, je vous dirai tous ces noms-là, hein, dont le nom m'échappe également. Le mec, il a été nommé par Bush fils, administrateur, je ne sais pas quoi, bah, tu vas peut-être le trouver. La reconstruction de l'Irak. Et le gars, il a reconstruit l'Irak. Et Halliburton s'est fait, et pas que, mais Halliburton en tout premier lieu, s'est fait des profits majestueux. Majestueux. Donc, c'est une première façon de suraccumulation, dévalorisation, de dévaloriser. Mais il y en a une autre, moins connue, et qui est plus dérangeante. C'est celle que nous avons connue à la Libération. À quoi je fais allusion? Le plan Marshall. Alors, le plan Marshall, oui. Mais c'est, bien sûr, c'est OK. Mais je pense à une autre, encore plus dérangeante. C'est les nationalisations. Oui. Ça, c'est pourquoi c'est dérangeant, c'est parce que nous nous targuons, nous sommes fiers, nous communistes, d'avoir, nous, nos ancêtres, d'avoir fait les nationalisations, les libérations. Dit tonton, pourquoi tu tousses? Non. Il faut bien voir que si les nationalisations se sont faites, c'est parce que l'état de l'économie était tel que Annie Lacroix-Riz l'explique dans ses livres. C'est dérangeant, mais je suis désolé. Le capital des pays développés voulait que quelqu'un d'autre qu'eux prenne en charge la reconstruction du réseau électrique, du gaz, des charbonnages, qu'est-ce que SNCF, et puis j'oublie sûrement quelque chose. Bon, voilà, et puis la sécurité sociale. La sécurité sociale. Il fallait sécuriser les conditions d'exercice des salariés. Ça ne pouvait pas durer comme c'était avant la guerre. Et ça, De Gaulle était contre. L'entre-deux-guerres, De Gaulle, il était contre. C'est grâce à Croizat. Alors, évidemment, quand je dis ça, je ne veux pas diminuer le mérite d'Ambroise Croizat. Mais simplement, je l'ai décrit ça quand j'ai parlé du compromis fordiste. Il doit y avoir 2 mois de ça, nous avons parlé du compromis fordiste. C'était en septembre. Le compromis fordiste, c'est une configuration géopolitique mondiale qui veut que le système fait la part du feu parce que il y a quoi à l'Est? Il y a un système socialiste qui a grandi, qui a maintenant les démocraties populaires, etc. Il y a la Chine, mais bon, la Chine, elle ne compte pas encore beaucoup. En 1945, elle est très sous-développée. Il faut oublier la Chine d'aujourd'hui, hein. Il faut penser à la Chine d'il y a 75 ans. Donc, le système se dit, mais où va-t-on là, hein? Les capitalistes, pendant toutes les années 1930,
ils ont vu les résultats extraordinaires de l'URSS, les résultats économiques. Hein. Bon, ils ont vu aussi la dictature stalinienne. Bon, mais ils ont vu surtout cette formidable accumulation de capital et de capital productif et d'amélioration des conditions de vie des gens, et y compris la capacité de ce putain de pays à se préparer pour la guerre et à la gagner. C'est quoi ce truc? Donc là, en 1945, ils se disent, ils savent pas où on va, ils savent pas où ils vont, sur quel pied danser. Donc ils préfèrent que les masses populaires ne s'entichent pas des pays socialistes, donc sécurité sociale, nationalisation, etc. Parce qu'il y a quand même un événement. L'URSS, avant la guerre, c'était l'URSS, mais après la guerre, il y a tous les pays satellites que... Ça fait un paquet, hein? Ça fait un paquet, hein, la Pologne, enfin, la Bulgarie, la Roumanie, enfin, Roumanie, tout ça. Mais je veux dire, ça commençait à faire peur. On voyait l'Union soviétique arriver à Paris, Londres... Voilà. Donc moi je dis, encore une fois, je ne veux pas dévaloriser l'action des communistes de l'époque, simplement je dis, ils ont eu l'intelligence d'évaluer les rapports de force en présence, surtout après la victoire de Stalingrad. Donc ils ont eu cette intelligence de savoir déterminer où il y avait des points de passage pour avancer. Hein, voilà, c'est ça que je dis. Ça ne les dévalorise pas, ça dit qu'ils ont eu une intelligence politique hors pair pour savoir ce sur quoi le système était prêt à reculer. C'est le CNR, les jours heureux. Voilà. Ils avaient l'intention de continuer. Mais voilà. Donc, je ferme cette longue parenthèse. Oui, mais c'est intéressant. Pardon? Dick Cheney. Dick Cheney. Dick Cheney, le PDG de Halliburton. Ah oui. Dick Cheney. Un nom bien connu, oui. Voilà. Alors, j'en viens tout de suite à la conclusion du colloque. Trois choses. Je passe sur les débats houleux et sur les différences d'appréciation des uns et des autres. Tout ça, vous allez le trouver dans la trace écrite. Trois choses en ce qui concerne l'agenda du libéralisme qui procède de ce colloque. Premièrement, ça c'est une nouveauté en tant qu'affirmation de principe, pas en tant que réalité, mais en tant qu'affirmation de principe. Premièrement, alors, alors là, on est vers la fin. Voilà. Premièrement, l'État se voit reconnaître un rôle de régulateur juridique. Il faut prendre ces mots avec leur pesant de signification. C'est à l'État qu'incombe la responsabilité de déterminer le régime juridique qui sert de cadre au libre développement des activités économiques. Attention, nous sommes en 1938, nous ne sommes pas en 2023, hein. Nous sommes en 1938 et 26 libéraux disent ça. Il faut apprécier la préciosité de cette chose. Deuxièmement, les attributions que les libéraux concèdent classiquement à l'État sont élargies. Ça aussi, ça vaut son pesant de cacahuètes. Un État libéral peut et doit percevoir par l'impôt une part du revenu national et en consacrer le montant au financement collectif de la défense nationale,
les assurances sociales, les services sociaux, l'enseignement, la recherche scientifique. 38, vous voyez? Donc, on vient de parler du compromis fordiste. Donc là, c'est on va dire, 40-45. Enfin, 45, on va dire 45. Bon. Et les jours heureux, 45. Ou 44. Qui le sait? 44 ou 45? Bon. Les nationalisations et tout, c'est 46. Hein. Oui, non, mais le programme du CNR, c'est 44-45. 44. Bon. Eh bien, vous voyez, là, en 38, C'était déjà prévu. vous voyez, ça commence à poindre. C'est pas la même chose. Troisièmement, plus largement encore, un droit d'intervention est reconnu à l'État, car Les prix du marché sont affectés par le régime de la propriété, public-privé, des contrats public-privé, d'intérêt public ou pas. Il faut donc réglementer. B. L'utilité maxima est un lien social, mais n'est pas nécessairement le seul qui doit être recherché. ah ouais, Même lorsque la production est régie par le mécanisme des prix, les sacrifices qu'implique le fonctionnement du système, c'est-à-dire les fonctions collectives, peuvent être mises à la charge de la collectivité par l'impôt. voilà. Vous voyez, là, en trois affirmations, en trois thèses, en 3 points, vous voyez, là, ça vaut son pesant d'or. C'est une petite révolution intellectuelle, conceptuelle, politique, bien sûr, économique et politique, qui se produit. Vous voyez? Et dans la trace écrite, vous trouverez plus de détails. Je les passe parce que le temps a passé, mais vous verrez, tout ça est décrit. Il faut préciser pour les dames que donc il y a des traces écrites que vous recevez par Internet. Donc un complément est beaucoup plus... Voilà, avec la vidéo. Voilà. Vidéo et fichier, PDF. Donc, vous avez ça depuis, ça fait 5 ans que ça dure, hein, donc vidéo, fichier, Internet. Donc, cet agenda du néolibéralisme, il va rester dans les cartons. Il va rester dans les cartons. Pourquoi? Il y a des raisons que vous pouvez facilement imaginer. Nous sommes presque à la veille de la guerre. Voilà. Donc, ça ne va pas être le moment de se lancer dans des innovations rock'n'roll. Donc, le colloque va rester, l'agenda du libéralisme va rester dans les cartons. Mais une fois que la guerre va être terminée, pas de chance, compromis fordiste. Et donc là, l'ordre du jour, ce n'est pas de relancer le libéralisme. Hein. L'ordre du jour, c'est de calmer les masses populaires du monde entier et d'apporter des changements. On l'a évoqué il y a 3 minutes. Bien. Et puis, troisième raison, c'est que ce compromis fordiste, il va durer quand même 30 ans. Hein. On va dire, j'assimile compromis fordiste et 30 glorieuses. Hein. J'assimile une grande louche, hein, j'assimile les deux choses. Bon, la fin du compromis fordiste, nous avons déjà fait 2 conférences là-dessus, mais c'était déjà l'année dernière. C'est la fin des années 70. Alors, bon, ça s'étale, ça s'étale. Le taux de profit aux États-Unis commence à chuter dès la fin des années 1960. Alors là-dessus, il y a une bonne référence, c'est Baran et Sweezy. Baran et Sweezy, aux éditions Maspero, sur les conditions économiques de l'époque. Et puis, autre référence, c'est un numéro des collections de l'INSEE de 1974
qui s'intitule « La fresque historique du système productif ». Et là, il faut le savoir, numéro rédigé avec une foultitude d'économistes communistes à l'époque, nous étions en 1974, et qui dit, voilà, on est en 1974, et qui dit, le système est en train d'entrer dans une phase longue. Donc ça, c'est les... Une question. Est-ce que le taux de profit aux États-Unis commençait à chuter maintenant 1900, à partir des 60 parce qu'il n'y avait pas assez de gens qui pouvaient acheter ce qui était produit? Oui, c'est une phase de suraccumulation. Donc, fin des années 1960 aux États-Unis. Donc, c'est le commencement de la manifestation du fait que le système américain s'approche de sa phase de suraccumulation. Et donc le taux de profit commence à baisser par-ci par-là. Quand il y a une fragilité, la moindre occasion ou le moindre problème qui s'ajoute, patatras. Hein? Quand nous sommes dans les 30 glorieuses, le système économique enjambe tous les problèmes climatiques, machin, trucs, etc. Tout passe à l'as pendant les 30 glorieuses. Aujourd'hui, pas du tout. Aujourd'hui, le moindre problème prend des proportions. Et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? C'est, quelle est la formule? Une guerre. Quoi qu'il en coûte. Ah oui. Mais 74, Tout à coup, on avait des centaines de millions c'était aussi, parce que moi je travaillais en usine, Ah oui, c'était la crise du pétrole, c'était incroyable. qui était considérable, puisque nous-mêmes on fabriquait des bateaux avec de la résine, donc à base de pétrole, et l'entreprise s'est trouvée avec une accumulation de bateaux, mais des produits qui avaient augmenté deux, trois fois. Et il y a tout ça qui Donc, ça commençait, et ça commençait aussi les délocalisations de la production. Parce que moi j'étais syndicaliste dans le département, on commençait à avoir des entreprises productives dans le département, Ouais. chantier naval, Tibelletti, Vernier, tout ça, qui fermaient. Hein. Ouais. Donc, voilà. Donc, total et conclusion. Le Fordisme, bon, il a duré une trentaine d'années. À la fin des années 60 pour les Américains, 70 pour les pays européens, ça s'est déglingué. Et c'est là qu'est arrivée la contre-offensive néolibérale, Reagan et Thatcher. 79-81. 79-81. Et nous y sommes encore. Ouais. Nous y sommes encore. Voilà. Il y a un pays qui n'a pas suivi ce chemin-là, c'est l'Allemagne. Enfin, la République fédérale d'Allemagne, l'Allemagne de l'Ouest. L'Allemagne, elle s'est distinguée, elle a appliqué dès 1945, 46 ou 47, tout ça, je le dirai la fois prochaine, elle a appliqué ce que l'on a appelé l'ordolibéralisme. L'ordolibéralisme, c'est-à-dire une vision de l'économie et de la direction de la société spécifique à un économiste allemand qui s'appelle Walter Eucken. On va vous présenter tout ça la fois prochaine. C'est l'objet de la conférence de la fois prochaine. Mais quand même, il y a toujours des incidences, truc. L'Allemagne et le Japon, on leur interdisait d'avoir une armée, de se développer, et sur un budget national, le budget de l'armée, c'est considérable. Ah ouais. C'est pour cela que l'Allemagne et le Japon, ils ont pu monter
investir énormément, Oui. que ce que nous, on ne faisait pas, d'autant plus qu'il y avait toujours la crainte pour le capitalisme de l'Union soviétique, etc. Ouais. Donc, c'est ce qui leur a permis d'être une puissance européenne. Ouais. Et alors, le Japon, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Hein. On n'en entend plus parler, mais à un moment donné, ils étaient très Je développés. sais pas pourquoi. Est-ce que la Chine, au niveau technique, de la production, etc., a un peu étouffé les possibilités du Japon, mais c'est vrai que... Ils ont manqué le virage du numérique. Ouais. Ah bon? Ils ont raté le virage du numérique, le Japon. Ah bon? Il me semble. Première nouvelle. Ah oui. Ben, regardez qui est-ce qui a développé les puces, etc. C'est la Corée du Sud, c'est pas le Japon. Hein. C'est Taïwan. C'est Taïwan. Ouais, Et le d'accord. Japon est absent, alors qu'il était en pointe dans les années Dans 80, toutes les autres technologies. Ah oui, oui, oui. du point de vue économique. Numéro 3 mondial. Hein. Bien sûr, vous vous souvenez du toyotisme? Ouais, ouais. Ah oui, 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 oui. Qu'est-ce Avec que le nous avons? patron de Toyota qu'on Pour connaît bien en France. et le mot avec Toyota. Les prochaines dates. Donc, nous nous revoyons le mercredi 22 novembre. Et ce jour-là, c'est l'ordolibéralisme, le sujet. C'est dans 15 jours. Dans Ici. 15 jours, ici. Et après, nous aurons le mercredi 6 décembre, rendez-vous avec un grand bonhomme, Qui c'est? Friedrich Hayek. Quoi? Qui? Friedrich Hayek. Ah oui, c'est autrichien. Donc là, je vais vous Ça, c'est gratifier pas fier du d'une tout, hein. d'une présentation synthétique des idées de Hayek. Quel synthétique celui-là. Voilà, le mercredi 15 décembre, là c'est détente. Il y aura l'apéro. Après l'effort, le réconfort, c'est séance de Très bien, synthèse bonne idée. numéro 1. Mais vous savez, hein, les séances de synthèse, tu te souviens, hein, Ouais. comment ça se passe? C'est on boit, quoi. Hein. C'est pour boire. Eh ben, C'est pour Oui, boire. mais Non, mais voilà pourquoi le capitalisme Eh ben, a encore de est encore longues debout. Il faut bien écouler les stocks. Et il faut bien écouler Mais- les stocks. Voilà. Mais-